Bonjour à tous, bienvenue pour ce bilan de l'immobilier logistique présenté par Arthur Lloyd Logistique. Alors c'est un bilan qui existe depuis des années, qui est présenté habituellement dans le cadre d'un salon parisien, mais qui est exceptionnellement, crise sanitaire oblige, sera présenté en virtuel cette année. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de Supply Chain Village toute l'équipe logistique d'Arthur Lloyd Logistique, précisément, avec à ma droite Didier Terrier, le boss, le directeur général d'Arthur Lloyd Logistique. Bonjour Didier. Nicolas Chaumette, donc, qui est le patron du département investissement chez Arthur Lloyd Logistique. Alors, Philippe Préfargent, l'expert en supply chain d'Arthur Lloyd Logistique, et Louis-Marie Masfaillon, alors qui a beaucoup travaillé sur la présentation que vous allez voir. Alors, ma première question, Louis-Marie, on va faire un petit point macro, si vous le voulez bien, avec encore des grosses incertitudes au plan économique. Bien sûr. Alors nous avons choisi d'effectuer effectivement un point macroéconomique en partant sous 4 angles différents. Tout d'abord, bien sûr, le produit intérieur brut qui marque un recul extrêmement prononcé sur cette dernière année écoulée, puisqu'il accuse une baisse de 9%. Donc qu'est-ce que cela veut dire 9%? Cela veut dire qu'on va perdre 10 ans de croissance économique. Donc on est de retour en 2009 en fait. Et c'est un peu la baisse la plus prononcée depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc une baisse presque sans précédent. Et forcément, cela a un effet sur le bilan des entreprises. Donc ensuite, avec des évolutions quand même assez variées selon les secteurs, puisqu'on a des secteurs liés à la crise pandémique et bien sûr au confinement qui se sont mieux portés que d'autres. On peut penser évidemment à la santé, à l'alimentaire ou encore au secteur de la maison. Donc voilà, ça c'est un premier point. Un deuxième point qui est intéressant de noter, c'est la consommation des ménages, puisqu'on voit assez bien l'effet des 2 confinements que nous avons vécus cette année, l'un au printemps, l'autre à l'automne, avec une baisse néanmoins moins prononcée à l'automne, puisque évidemment cela peut témoigner du fait que nous avons eu des conditions de confinement plus légères qu'au printemps. Aussi, un petit bien sûr, aussi. Bien sûr. Et aussi le fait que nous étions mieux adaptés à cette situation sans précédent. Et forcément, cela va avoir un effet sur l'emploi, on s'en doute, avec des destructions quand même assez massives qui font que le taux de chômage va être orienté à la hausse. Et ça, c'est un dernier graphique que nous avons choisi de mettre pour mettre quand même en valeur le secteur de l'emploi et de la logistique dans l'économie et dans l'emploi en France, puisque l'évolution en fait de l'emploi salarié dans les secteurs du transport et de la logistique va être presque 2 fois plus forte que de l'emploi salarié global. Alors, du coup, pour revenir à l'immobilier logistique, s'il fallait faire une synthèse, alors qu'est-ce que vous diriez? Alors, nous avons effectué une synthèse d'une dizaine de pages quand même. Tout d'abord en commençant à l'échelle de la France. Donc peut-être qu'il faut commencer d'abord par un rappel de notre méthode de comptabilisation pour être un peu rigoureux, à savoir que nous avons comptabilisé les transactions sur des bâtiments logistiques de classe A et de classe B, de plus de 10 000 m2, des prises de cellules également dans des bâtiments de 10 000 m2 et plus, des baux précaires d'1 an et plus, et enfin nous allons comptabiliser les transactions sur des bâtiments à construire à la levée, bien sûr, de toutes les conditions suspensives. Donc ça, c'est une première précaution méthodologique à employer. Et ensuite, si on regarde sur la page qui suit l'évolution de la demande placée en immobilier logistique en France, un des premiers points qu'on peut noter, c'est que certes, on est sur un secteur qui va accuser une baisse, mais une baisse beaucoup moins prononcée que sur d'autres classes d'actifs. Donc le bureau, selon les marchés, il a pu perdre en demande placée près de 40 à 50% de ce qui s'était fait en 2019. La logistique, on est sur une baisse de 15% seulement. Donc on est à la fois sur une incroyable résistance de ce secteur, et en même temps, cela témoigne du fait qu'il a complètement changé de nature, et le graphique le montre bien, en deuxième partie de décennie. On essaye de faire un focus peut-être sur les principales transactions de l'année. Bien sûr, parce qu'en fait, on va avoir des évolutions assez variées selon les sous-secteurs en France, avec 3 grands pôles géographiques qui se maintiennent, peu ou prou, à savoir l'Île-de-France, la région marseillaise et les pôles dits secondaires,
avec deux autres secteurs qui néanmoins connaissent des évolutions assez nettes, à savoir les Hauts-de-France à la baisse, certes après une année 2019 quand même exceptionnellement bonne, et une autre évolution à la hausse, celle de la région lyonnaise, qui s'explique aussi par le fait que 2019 avait pâti d'un manque d'offres, fait qu'on avait eu une demande placée poussive en 2019. Donc on a cet effet de rattrapage. Allez-y, continuez. De ce graphique, en fait, qui est celui, en fait, c'est l'évolution des parts de marché des différents secteurs géographiques français sur le plan de l'immobilier logistique. On voit qu'il y a une tendance qui se dégage très clairement, c'est la progression des pôles dits secondaires, qui ne sont pas dans les pôles, qui ne sont donc pas les pôles majeurs de la dorsale, avec notamment un rôle du pôle orléanais dont on reparlera plus tard. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer, je dirais, comme enseignement, comme grands enseignements du marché? Un des premiers enseignements, je crois, à notre sens, serait au niveau, si on regarde les transactions sur des volumes logistiques en termes de segments de surface, c'est qu'on va avoir un retrait prononcé des transactions sur des surfaces de grand volume, en fait. Puisque l'année dernière avait été caractérisée par un grand nombre d'opérations, je pense aux opérations de 50 000 m² et plus, on en a eu 14, ce qui est un chiffre assez exceptionnel. Cette année, on n'en a plus que 9. Donc on a quand même une évolution sur ce segment-là. Et c'est vrai que si on regarde les principales transactions réalisées cette année, donc vous avez le détail sur la page qui suit, si on peut en tirer deux grands enseignements. C'est tout d'abord le fait que sur 10 transactions, vous en avez 9 qui portent sur des bâtiments neufs ou à construire. Et sur ces 10 opérations, 6 sont effectuées par les acteurs de la grande distribution, le principal consommateur de surface en immobilier logistique en France. Et les prestataires, non? Et la part des prestataires, nous, ce qu'on a pu voir au niveau du marché, c'est qu'on est sur une des meilleures performances de la décennie, en fait, pour ces acteurs, tandis que les acteurs, les chargeurs, vont connaître, eux, un recul assez net. Donc, ensuite, pour cette catégorie des prestataires, cette très bonne année s'explique par plusieurs choses, notamment... Je pense que globalement, c'est pour rebondir sur ce que disait Louis-Marie, c'est que les prestataires sont intervenus aussi, sont souvent là pour pallier et pour aider les chargeurs. Et donc, quand on est dans une période de crise un peu tendue où il y a un peu de flottement, personne ne sait très bien où il veut aller. Le prestataire a vraiment sa place dans ce schéma-là. Il est vraiment là pour aider et pour faire avancer le système. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec, je pense, une demande placée des prestataires très importante sur les précaires longs pour du stockage qui est arrivé en attente et autres problèmes comme ça. Sur l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble du territoire. Oui. Très bien. Alors, malgré tout, la grande distribution continue d'avoir une place bien sûr prépondérante. Oui. Bien sûr. Elle demeure le principal type de chargeur en termes de prise de surface, même si elle acte la baisse la plus prononcée en termes de demande placée sur cette année. Et il y a un autre fait qui est intéressant qu'on a du moins noté, c'est que le e-commerce, s'il a connu une croissance fulgurante en fait sur les dernières années, en termes d'immobilier logistique, ça ne se traduit pas vraiment encore en fait. Ce n'est pas encore le principal preneur de surface, en dépit d'une idée quand même assez largement répandue. C'est pas encore, ou c'est parce que justement les investissements ont été réalisés précédemment? On a eu plusieurs prises de surface en fait assez massives de pure players, pas que Amazon. On a eu Cdiscount, on a eu toute une gamme d'acteurs, mais c'est vrai que cela reste un relais de croissance assez considérable pour les entreprises. En fait, ce qu'on peut préciser, c'est qu'entre la vitesse à laquelle le e-commerce développe et à la lenteur à laquelle on peut construire des immeubles en France, fait qu'il y a beaucoup de e-commerçants qui aujourd'hui ont externalisé certaines de leurs activités chez des prestataires, qui eux sont des consommateurs de bâtiments disponibles, existants. Mais ouais, c'est une des raisons qui... C'est quand même pas simple pour ces gens d'aller construire un immeuble de 100, 120 000 m². Un grand acteur qui est bien placé pour le savoir. Ouais. Donc voilà, l'une avance vite, les autres avancent pas vite. Voilà. Donc, il y a aussi un deuxième phénomène, parce que là on en parle des pure players, mais il ne faut pas non plus oublier qu'il y a énormément de gens, de chargeurs standards ou de retailers standards qui développent le e-commerce.
Donc ces gens-là, on les classe pas dans le e-commerce, Ouais. mais c'est aussi des gens qui sont consommateurs de surface Oui, bien sûr. pour mettre en place ces activités spécifiques de e-commerce. Mais malgré tout, il y a encore des projets dans le pipe, j'allais dire. Ce qui est certain, c'est Ouais. que c'est un relais de croissance essentiel Ouais. pour l'immobilier logistique à l'avenir. Comment vous, justement, vous voyez ces opérations à construire là? Les opérations à construire, eh bien, on voit qu'en fait, elles ont pris de l'importance dans la demande placée totale en deuxième partie décennie, et on voit qu'en fait, les utilisateurs sont très friands de prise de volume de surface neuve, et que donc, en fait, à ce niveau-là, les acteurs de la grande distribution sont montrés particulièrement actifs. En fait. Ce qui fait que cette année, on va en fait avoir une grande partie, comme depuis 2015, en fait, des transactions qui vont porter sur du volume neuf. D'accord. On peut faire un focus là, sur les valeurs locatives? Bien sûr. Alors, ce qu'on voit, c'est quand même un maintien des valeurs locatives dans les principaux pôles de la dorsale et même une progression en région lyonnaise qui s'explique tout simplement par une offre assez faible qui va orienter les loyers à la hausse. Très bien. Alors maintenant, on va plutôt s'attacher à parler des régions. On va faire des points par région pour voir un petit peu comment elles se comportent les unes par rapport aux autres. Alors on va commencer par les Hauts-de-France. Didier, qu'est-ce qu'on peut en dire? Les Hauts-de-France, c'est pas que c'est le mauvais élève, hein, parce que c'était un très bon élève en 2019 avec plus de 800 000 mètres carrés commercialisés. Cette année, le chiffre est en dessous de 250 000. Ce qu'on peut retenir, c'est quand même la moins bonne performance depuis les 10 dernières années par rapport à la moyenne de ce qui plaçait sur ce territoire. Donc, ça s'explique. Ouais, ça s'explique. Bon, déjà, quand on a une année exceptionnelle, mais quasi, voilà, on peut imaginer un petit ralentissement. Il y a des transactions significatives qui ont été faites l'an dernier, notamment la Farfouille, le groupe Simastock, hein, entre autres pour Jiffy. Cette année, on a recensé, on va dire, une ou deux transactions proches des 40 000 mètres carrés. Voilà, je veux dire, c'est assez exceptionnel. Mais en même temps, quand le marché va avoir un peu plus de couleurs, c'est quand même la région la plus préparée à rebondir parce qu'il y a de l'offre, il y a du développement possible. Donc, mauvaise année, mais ce n'est qu'un passage. Voilà, ce n'est qu'un passage temporaire. Temporaire. Pour ce qui est de la demande placée, donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? La région lilloise est composée on va dire de 7 bassins, hein, dont le bassin minier qui est le bassin le plus important, un triangle entre Dourges, Arras et puis on retrouve la plupart des opérations. Vous voyez, même ce bassin minier, il a recensé 120 000 mètres carrés de demande placée. Donc ça explique aussi le résultat de ce secteur est significatif. Et malgré tout, il représente quand même 52% de ce qui s'est placé sur la grande région Hauts-de-France. Par la croissance. La croissance, elle continue. Enfin, l'offre, elle continue à être toujours aussi forte sur ce secteur. Hein. On a encore une hausse de 48% de l'offre inférieure à 6 mois. Après, des bâtiments existants, on va en avoir qui arrivent sur le marché. Il y a des opérations qui ont été lancées en blanc. Non, ce qui est le plus significatif sur cette région, c'est le potentiel de développement, hein, puisqu'en 2020, de mémoire, en 2019, on avait un potentiel de 2 600 000 mètres carrés. C'est énorme. Donc ça, on parle du foncier, là, c'est ça? Là, on parle du nombre de mètres carrés à construire. Du mètre carré. Oui, non, mais c'est assez exceptionnel. Hein. Comparé à Lyon, on est à 300 000, vous voyez, là, on parle de 2 600 000. C'est pour ça que c'est une région quand même qui va finir par être la plus attractive en termes de configuration, de structuration du marché. Et cette année, on est encore à plus de 2,5 millions. Donc là, c'est lié à un accueil nettement plus favorable des collectivités, bien évidemment, puisqu'elles développent des fonciers. Et puis c'est une région c'est un bassin industriel qui tire son épingle du jeu et qui dans des projets un peu européens a peut-être davantage de place que les autres régions du territoire. Oui, avec une forte aussi dominante e-commerce, vente à distance, une tradition historique de ces marchés, oui. La répartition, donc, comment sur ces différentes régions?
de la région Nord? Au niveau du potentiel de développement, on est toujours un gros potentiel sur le bassin minier qui logiquement est le bassin qui attire le plus de logisticiens. Et puis après sur le Valenciennois où on a aujourd'hui un potentiel important qui se met en place avec près de 600 000 m² à développer. Donc c'est l'approche région de l'île, du centre de l'île qui n'a pas beaucoup de solutions à proposer pour des activités même de logistique urbaine, hein, où on a besoin d'être proche. L'île a peut-être un souci à ce niveau-là. Donc il va falloir penser à requalifier des friches pour amener cette offre qui n'existe quasiment pas sur le territoire de l'île. Autour de l'île. Avant de passer à l'Île-de-France, naturellement, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas via le chat à poser donc toutes vos questions qui concernent à la fois donc les projets, la conjoncture, vos projets à vous, si vous en avez, par exemple. Donc voilà, le chat est à votre disposition. On regroupera les questions à la fin de la présentation et on s'attachera. Les intervenants s'attacheront à y répondre. Philippe, qu'est-ce qu'on peut dire sur la région Île-de-France ? Le point important, c'est qu'en fait, la région Île-de-France a une forte stabilité encore, puisqu'on est encore à 823 000 m² placés cette année, qui est très stable et dans la continuité de ce qui a été fait les autres années avant. Avec quelques grosses opérations qui ont été validées comme les 93 000 m² de Samada, qui sont la concentration des différentes activités que Samada exploitait à Lieusaint, qui vont se retrouver sur la zone de Moissy-Cramé-Réau. Et aussi une très grosse opportunité dans une région dans une zone qui n'est pas obligatoirement habituellement, qui n'a pas l'habitude d'avoir des grosses emplacements, des grosses mises en place aussi importantes, qui est la région qu'on appelle Ouest chez nous, et qui est la mise en place de Renault au Puy de Pontoise. L'opération du Puy de Pontoise, qui était une opération en blanc, qui a eu un petit peu de mal à trouver preneur, mais qui a trouvé vraiment un preneur sur la totalité, sachant que d'habitude sur cette zone-là, on est plutôt proche de 12 ou 13 000 m² placés par opération. Après, si on regarde les éléments à retenir sur le demande placée, c'est un peu ce que je viens de vous dire, c'est les deux gros pôles qu'on a l'habitude de placer, qui sont le Nord, sachant que chez nous le Nord, on a à peu près tous fait la même prise, c'est-à-dire que le Nord de l'Île-de-France, on l'associe souvent au sud de l'Oise, où certains développements importants sont allés se positionner pour éviter les taxes Île-de-France. Donc on a tendance à regrouper cette zone comme Nord d'Île-de-France. Oui. Donc on a les deux grands pôles qui sont le Nord Île-de-France et le Sud qui ont beaucoup, qui comme tous les ans ont beaucoup progressé. Et puis ce que je vous disais, cette particularité sur l'Ouest avec cette grosse transaction. Je constate qu'il y a encore du blanc, 147 000 m² de blanc sur la... Tout à fait, il y a encore des bâtiments qui ont été lancés en blanc, une grosse opération sur Réau, une opération sur Cervon, deux opérations, donc une opération de 60 000 m², une opération de 30 000 m², qui ont été lancées et qui vont sortir de terre. Il y en a une qui doit être livrée en début, qui devrait être livrée maintenant, et l'autre qui va être livrée courant juillet. Oui, il y a encore de l'intérêt, oui. Ça prouve quand même que l'immobilier logistique attire la confiance des investisseurs. Tout à fait. Ça, c'est l'immobilier logistique. Et puis Nicolas, on a quelque chose sur les investissements il y a vraiment de l'engouement pour l'immobilier logistique. Oui. Qui apparaît curieusement comme ça pouvait être le cas à une certaine époque avec les immobiliers de bureau, mais comme une valeur refuge. Une valeur refuge complètement. Oui. Une valeur où on peut encore aller chercher les taux qui sont mieux placés que les taux de bureau. Oui. D'ailleurs, Louis-Marie, on a fait une grosse étude sur le blanc qui a été communiquée au marché en juillet l'année dernière, avec un retour en arrière et voilà, une étude d'ailleurs qui était très appréciée du monde par les investisseurs et les promoteurs. On va faire bien évidemment une mise à jour au mois de juin, parce qu'il continue de se passer des choses et c'est assez significatif effectivement de la bonne santé du secteur. La bonne santé de ce secteur. Oui.
Sur l'Île-de-France J'ai deux, trois. Oui. Là, simplement, c'est vrai que on disait toujours, tu parles du blanc et l'offre avec les 147 000 m². C'est vrai que c'est toujours nos deux secteurs phares, nord et sud, qui tirent cette activité-là. Et je crois que j'ai encore un petit slide derrière. Donc, je crois que c'est tout. Ouais. C'est tout ce que j'avais à peu près à dire sur cette zone-là, avec voilà, c'est que avec le Nord Île-de-France, comme tu dis, Louis-Marie, c'est qu'avec le Nord Île-de-France et la zone, la principale, en fait, si on regarde la sous-zone la plus importante en termes de capacité à développement. C'est le premier potentiel. C'est le premier potentiel. En France. Ouais. Et si on veut aller chercher des surfaces de grande taille en Île-de-France, il va falloir se positionner sur le Nord, sur l'Oise. Et malheureusement, à part Réau, sur le Sud, c'est plus possible. Pas de friches, là, il n'y a pas des friches exploitables. Les friches, non, mais aujourd'hui on les cherche davantage, parce qu'on a bien compris qu'il fallait les trouver maintenant. Il y en a, il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes. Il y en a sur Corbeil, etc., qui ont été identifiés, qui sont déjà traités, qui sont travaillés, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément non plus. Ouais. Ok. Alors on va revenir dans une région que Didier affectionne particulièrement, c'est la région lyonnaise, et puis Marseille aussi. La région lyonnaise, ça reste une région toujours dynamique, puisque même s'il y a cette année on a un peu plus de 300 000 m² de ventes placées, c'est du traditionnel, toujours un secteur plus dynamique que les autres, c'est celui de ce qu'on appelle le Nord-Isère, Aix-Île d'Abo, Saint-Quentin-Falavier. Sur le secteur de la rocade aujourd'hui, l'étalement urbain fait que il y a des vieux bâtiments, mais c'est difficile de redévelopper des opérations neuves, donc automatiquement il y a peu de demandes qui se passent sur le secteur. La plaine de l'Ain, c'est encore un autre problème, puisque on a une offre équivalente pratiquement à zéro, sur dans ce qu'on appelle le parc industriel de la plaine de l'Ain. Donc on est allé développer des immeubles autour de cette plaine de l'Ain, mais bon, c'est pas non plus facile. Donc peu de demandes placées sur la plaine de l'Ain. On aimerait en mettre davantage, on a du foncier, il y a de quoi recevoir des activités logistiques. Mais après, pour le coup, on a vraiment des élus qui ont dit stop à la logistique. Donc on reverra certainement dans 4-5 ans, parce que je pense pas qu'ils peuvent faire autre chose que de la logistique, mais bon, ils font une pause. Mais voilà. Donc la région lyonnaise, on est toujours sur les mêmes classiques, manque d'offres, peu de foncier. Donc c'est la vallée du Rhône qui en profite, puisque la vallée du Rhône, elle capte des demandes, il y a du foncier. On essaie de remonter un petit peu au nord, mais voilà en quelques mots. Donc sur ces 330 000 m², il y a quand même des deals assez significatifs, puisqu'on a pas loin de 7 transactions autour de 30 000 m², dont une de 50 000 et une de 43 000. Deux dans des développements et le reste sur des bâtiments existants. Donc quand on parlait des valeurs qui se tiennent sur des régions où l'offre est faible, notamment à Lyon, des bâtiments existants qui existaient depuis pas loin de 20 ans ont été loués sur des valeurs de 50 €, alors qu'on a loué du neuf à 48. Donc c'est significatif. Alors même si effectivement ces bâtiments, les investisseurs propriétaires ont décidé de relooker, de faire des travaux, mais voilà. On a pu tenir des valeurs parce que l'offre était considérablement faible sur cette taille d'immeuble. Donc pour les secteurs, je vous en ai parlé, donc c'est toujours le Nord-Isère. Après, ce qu'on appelle autre Rhône-Alpes, là, c'est plutôt, c'est pas là, mais on s'éloigne un peu plus je dirais de Lyon, mais on a pu trouver quelques fonciers pour développer des opérations. L'offre, elle est toujours aussi faible, 161 000 m². Donc on a connu des chiffres à une époque où on avait pratiquement 5 à 600 000 m² d'offres disponibles. Donc ça peut être une problématique. En parlant de friches, à Lyon, il y a 2 transactions qui se font justement sur de la requalification de friches, notamment Sigro qui a eu la très bonne idée d'acheter l'ancien site Leclerc de Socara, donc qu'il a rasé pour redévelopper des immeubles dernière génération, et qui a d'ailleurs fait une première transaction récemment avec LDLC, et puis également une autre friche, alors plus petite, que Aviva a développée sur un immeuble de un petit 20 000 m².
Donc voilà, quand il y a effectivement, aujourd'hui, on a bien compris que, et qui plus est à Lyon, qu'il fallait se positionner sur des friches. Virtuo l'avait fait l'année dernière en rachetant une plateforme d'Intermarché au nord de Lyon, en la rasant et en redéveloppant un immeuble. J'aime bien l'expression petit 20 000 m2 parce qu'à une certaine époque, 20 000 m2, c'était quand même déjà une taille sympa, mais c'est vrai que maintenant, c'est devenu un petit bâtiment de 20 000 m2. Ok, on passe à Marseille, où il y avait encore d'autres sur Lyon. Potentiel ce qu'on appelle les secteurs. On arrive quand même à avoir un potentiel de 800 000 m2, mais parce que vous voyez, dans ce potentiel de 800 000 m2, le Nord-Isère, c'est 140 000, la Rocadès, 59 000, la Plaine de l'Ain, non pas le parc industriel de la Plaine de l'Ain, on a effectivement 200 000 mètres, parce qu'aujourd'hui, du côté de Bourg-en-Bresse, on est en train de sortir des dossiers. Et puis ce qu'on appelle l'autre région Rhône-Alpes, ça va être Saint-Étienne, Roanne, dans la Loire. Il y a des immeubles qui sont proposés sur des tailles de 50 000 m2. Et ça, c'est effectivement du potentiel qui peut trouver preneur compte tenu de rareté de ce type de surface sur la région lyonnaise. Marseille, Marseille, c'est un peu comme souvent, il y a des années exceptionnelles, des années où il se passe pas grand-chose. L'année 2019, donc 273 000 m2. Bon, c'est conforme à la moyenne des 9 dernières années. On peut dire sur Marseille que les transactions, elles se sont faites principalement sur les territoires où il y avait un peu de terrain, notamment Fos, où il y a des immeubles, il y a du foncier, et puis sur Saint-Martin-de-Crau. Clé Sud est saturé, mais pas pour longtemps, puisqu'il y a un opérateur qui va développer l'extension de la zone de Clé Sud, et je pense que c'est un secteur qui devrait attirer bon nombre d'utilisateurs, parce que ça fait maintenant quelques années qu'il n'y a plus de développement possible sur Miramas. Mais quand on regarde la demande placée, effectivement, Saint-Martin et Fos concentrent pratiquement la moitié de la demande placée sur la grande région marseillaise. L'offre disponible à 6 mois, elle est très faible. En revanche, et comme je l'ai dit, grâce au foncier, on a un potentiel de beaucoup de mètres carrés grâce au port, entre autres. Des opérations en blanc qui ont bien marché dans les secteurs secondaires de la région marseillaise. Oui. Faire du blanc sur un secteur où il n'y a pas d'offre, ça a du sens quand même. Et là, on l'a vu en l'occurrence on l'a vu sur Marseille. Là, il y a toujours une offre à 18 000 m2 sur Distriport. Oui. Donc c'est constitué c'est dans des bâtiments existants qui ont été construits une quinzaine d'années. En l'occurrence, Mediaco qui a construit un nouvel immeuble et qui a donc quitté un des immeubles qu'il occupait. Donc ça a mis un peu de surface sur le marché. Et des opérations à Courthézon et Fuveau aussi. Des surfaces lancées dans des pôles secondaires de la région. Oui, on est un peu plus au nord de la région marseillaise, mais ça rentre dans le département 84, où là, effectivement, on a des opérations lancées en blanc qui se sont commercialisées. Et là aussi, secteur de Avignon à Salon-de-Provence, on n'avait pas un mètre carré à proposer à nos clients. Cette opération en blanc, elle s'est remplie comme on peut l'imaginer. Elle faisait pourtant une taille significative pour la région. Donc le blanc, ça a du sens. Et dans le potentiel de développement sur la région marseillaise, on a quand même un pôle important qui se met en place du côté de Berlétan et également du côté de Brignoles. Donc ça va un peu équilibrer l'offre dans ce secteur puisqu'elle était très concentrée à l'ouest. Marseille, Fos. Là, on va retrouver un peu de surface à proposer sur l'ouest de PACA. 1 300 000 m2 de potentiel de développement sur les pôles secondaires, c'est énorme. Oui, c'est important. C'est important. C'est moins que Lille. C'est moins que Lille, mais c'est quand même important. Lyon, mais c'est important. Il y a eu plusieurs projets de développement dans les pôles établis de la région marseillaise où vous avez eu des permis de construire qui ont été déposés. En fait, ça explique l'augmentation des chiffres. D'accord. Et en fait, dans les pôles plus diffus de la région marseillaise, vous avez une dizaine de projets de fonciers qui ont été pensés sur des gammes de mètres carrés, sur des segments de surface un peu plus larges. C'est large.
On a tout dit sur Marseille ou... On a tout dit sur Marseille. D'accord. On parle un petit peu des autres régions, celles qui ne sont pas sur la dorsale, mais par contre, voilà, qui peuvent être aussi des régions pareilles, mais enfin, qui peuvent le devenir. Tout à fait. Mais surtout comme l'a expliqué Louis-Marie tout à l'heure, c'est vrai que ce sont des zones qui sont deviennent très très importantes et qui continuent à être très importantes et qui ont été longtemps portées et qui sont toujours portées d'ailleurs par la grande distribution qui fait sa mue sur chez certains distributeurs. Intermarché a bientôt fini, je pense, de basculer dans ces nouvelles organisations. On entend parler de Caravelle, le Carrefour, qui est arrêté, qui ne devrait plus bouger beaucoup. Par contre, il y a aussi d'autres retailers comme Lidl qui continuent à bouger, continuent à se positionner. On attend de savoir ce que va faire Auchan avec sa réorganisation, qui risque de bouger parce que la concentration souvent permet de faire des gains en distribution. Et donc c'est pour ça que la région est toujours aussi importante. Enfin, ces autres régions deviennent quasiment aussi importantes que notre fameuse dorsale que les investisseurs connaissent bien. Alors, s'il fallait faire un mapping un petit peu des autres régions. Si on veut regarder les différents sous-secteurs tels qu'ils existent, l'année dernière, on avait un gros sous-secteur de la région de Loire et Grand Est. Cette année, ils sont un peu plus, grâce à certaines opérations des distributeurs de Lidl du côté de la région nantaise, et puis de certains distributeurs e-commerçants du côté de la région Grand Est. Cette année, ils n'ont pas réitéré leur positionnement. Par contre, il est à noter aussi que la région orléanaise est toujours celle qui tire le plus, la région centre, est celle qui tire le plus son épingle du jeu, comme tous les ans, à se demander si on ne devrait pas la mettre un peu dans la dorsale. C'est vrai qu'on a tendance des fois à faire une scoliose de la dorsale pour aller chercher l'Orléanais. Après, c'est un choix qui n'est pas un mauvais choix parce que c'est toujours aussi actif. L'avantage de ce qu'on appelle nous les autres régions, c'est peut-être un bassin d'emploi moins qualifié certes, mais peut-être plus aujourd'hui plus important que des endroits où il y a une saturation totale de l'emploi. Les axes autoroutiers, on les a, qu'on soit sur la dorsale ou dans les autres régions, on a des axes autoroutiers, on a des échangeurs. Donc on peut aussi, alors après bien évidemment il y a des bassins de distribution et ça c'est pas neutre, mais voilà, par exemple on s'est aperçu qu'Angers est un très bon, d'après nos clients, est un bon bassin de distribution pour l'Ouest et les pays de la Loire. On a su développer des opérations en Angers, et ces opérations se remplissent. On va faire du blanc en Angers. Donc voilà. Donc il y a ces marchés secondaires, ils sont en train de trouver leur place. Et puis peut-être des collectivités qui pour l'instant ont pas forcément. On passe à un mauvais œil. Voilà. Et ont besoin d'avancer. Donc globalement, c'est donc comme je vous disais tout à l'heure, l'Orléanais qui permet d'avancer. On a quand même en disponibilité plus d'1 million de mètres carrés sous 6 mois, qui est quand même conséquent, et un potentiel de développement de 4 millions de mètres carrés. C'est les grands points importants, c'est un peu ce que disait aussi Louis-Maire au départ. C'est vrai que c'est la grande distribution qui porte ou certains gros prestataires qui ont recentré certaines activités comme Sifrigo au Havre qui a fait une opération sur un terrain qui est, je peux même prendre la modulation, qui vient d'être vendu à AG, qui va concentrer ses activités en les ramenant sous un seul bâtiment, ou des FM qui sont toujours en train de développer leurs produits, qui font que en région aussi, ces gens-là ont continué à grossir. Est-ce qu'on a parlé du Grand Est, non? On a parlé du Grand Est, oui. Dans le Grand Est, cette année, on a parlé le petit Lunéville de ID à la Ronce, oui, c'est pas Lunéville, c'est pareil. C'est aussi un prestataire qui a fait beaucoup de développement cette année. Ces chiffres le prouvent, peut-être qu'ils ont été dévoilés il n'y a pas si longtemps dans la presse. Et c'est quelqu'un qui a suivi qui a été très présent surtout chez un grand de la GSB qui est en train de régionaliser en fait. Il était très centralisé ce grand, et il régionalise beaucoup, et donc c'est pour être plus proche de ses clients. Donc c'est en régionalisant, il est externalisé chez les prestataires, cette régionalisation. D'accord. Ça va, on a fait le tour de France. Bon, on parle des investissements maintenant. Peut-être je vais passer la parole à Nicolas. Oui, donc avec plaisir. Ouais. Donc pour évoquer un peu l'évolution des montants investis, tout simplement.
Alors, cette année, sur l'investissement global en France sur l'immobilier d'entreprise, il s'investit 26 milliards. Donc l'année dernière, c'était un peu plus de 37 milliards, donc il y a une baisse significative, 30%, qui est assez logique, qui touche toutes les classes d'actifs. Alors la part logistique s'en sort bien, hein, à quoi on s'attendait, avec 3,4 milliards investis, ce qui représente 13% des montants investis. L'année dernière, c'était 12%, et les années d'avant, c'était moins de 10%. Donc 2019 était une année charnière où on a basculé sur des montants potentiellement investis en logistique plus importants, parce qu'on dépasse la barre des 10%, et on pense que ça va être de plus en plus pérenne. Pour la petite histoire, avant 2000, c'était à peine 3%, hein, l'investissement logistique par rapport. C'est dingue. Donc, ce qui me frappe, c'est qu'en pleine crise sanitaire, crise économique, enfin, on trouve encore des investissements comme ça dans ce secteur. On a l'impression que j'avais titré ça l'autre jour, mais que l'immobilier logistique ne connaît pas la crise, quoi. Ouais, alors c'est un petit peu ça, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, les investisseurs, de plus en plus, on le verra un peu plus loin, de nouveaux investisseurs qui sont entrants. Aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure, le produit refuge, le produit sécurisé, ou le produit qui se dit où il y a le plus d'avenir, c'est la logistique, peut-être au détriment du retail, qui est bien plus compliqué. Tout se passe un peu comme si les investisseurs avaient compris que quand tout s'arrête, la logistique continue, parce que les gens ont besoin de se nourrir, ils ont besoin de s'habiller, de se laver, de se soigner. Tout à fait, il est clair que le premier confinement a mis un peu en exergue cette fonction vitale de la supply chain. Et les gens se sont aperçus que ils avaient besoin d'être livrés en bas de chez eux pour leurs besoins essentiels. Donc oui, la supply chain, en plus, avec l'explosion du e-commerce, ça a vraiment joué. Donc les investisseurs croient vraiment en la logistique comme un produit d'avenir, et les chiffres le montrent. En 2020, donc le fait marquant, c'est qu'on a eu beaucoup de portefeuilles qui ont été vendus, puisque 70% des volumes investis étaient dans des portefeuilles. Alors il y a eu pas mal d'opérations d'externalisation, puisque ça avait déjà commencé en 2019, une année qui était boostée par l'externalisation du portefeuille Cargo Carrefour pour 900 millions vendus à Argan. Et cette année, on a eu des portefeuilles comme Jackie Perreno, comme XPO, comme Kuehne+Nagel qui ont externalisé une partie de leur immobilier. Enfin, Jackie Perreno, c'est la totalité. Donc voilà, donc ça fait beaucoup d'externalisation. On pense que ce phénomène va continuer. Il va y avoir d'autres portefeuilles. Pourquoi ils font ça? C'est pour récupérer du cash? Alors, ils profitent de deux facteurs. Un marché qui est plutôt très bon pour arbitrer, donc qui permet de... Et puis, pour certaines entreprises, de permettre de récupérer du cash et pour avoir plus de trésorerie pour justement contrer un petit peu la crise. Donc, soit ça peut être par opportunité ou aussi par dépit, suivant la santé de chaque entreprise. Donc, on va avoir d'autres portefeuilles comme ça cette année qui vont arriver rapidement sur le marché. Et l'année dernière, on a eu moins d'actifs unitaires parce que, l'effet Covid a reculé quand même un certain nombre de projets où les permis étaient gelés, les ICPE, les autorisations d'ICPE étaient gelées. Ça a décalé les projets. C'est pas qu'il y a moins d'investisseurs qui recherchent des actifs unitaires. Au contraire, il y en a plutôt plus. Et du coup, on a eu moins d'actifs unitaires et ça s'est axé sur des portefeuilles. Donc, le fait marquant. Peut-être qu'on peut rajouter sur l'externalisation, c'est que il y a pas énormément, il n'y a pas tant de produits à vendre. Il y a quand même une mobilisation des acteurs de l'immobilier pour exposer cette stratégie assez industrielle, et qui ont profité de facteur crise sanitaire à un peu booster l'externalisation. Alors, les opérations de grand volume, est-ce qu'on peut en parler? Oui, alors les opérations de grand volume, c'est ce qu'on disait, donc il y en a eu beaucoup. Les vendeurs cherchent aussi un peu à en faire, parce qu'aujourd'hui, on a pas mal d'investisseurs nouveaux entrants qui cherchent à prendre des positions assez fortes sur le marché. Et plus le portefeuille est important, plus on a une surprime quelque part. Plus le volume investi, c'est le contraire d'un grossiste. Plus on met un volume important sur le marché, plus les investisseurs qui sont prêts à entrer sur le marché vont payer cher. Donc on a quand même beaucoup d'opérations de grand volume. On peut noter le portefeuille de Patrizia qui a été acquis pour quasiment 600 millions d'euros. Le portefeuille Hub & Flow qui était vendu par Carlyle, qui a été acquis par Ivanhoé Cambridge, ou encore Jackie Perreno, on en parlait. Castle Lake, c'était un portefeuille de messagerie acquis par Blackstone. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces acteurs, on a quand même pas mal de nouveaux entrants.
Ivanhoe Cambridge, qui est un investisseur canadien, n'avait jamais investi en logistique et depuis a des velléités d'investissement assez importantes. On a fait d'autres transactions avec ce fonds depuis. C'est la même chose pour Investec, qui est un investisseur sud-africain, ou encore les immeubles de Vétri qui ont été vendus à Realies, qui est un investisseur allemand qui se repositionne sur la logistique. Donc on a un phénomène de nouveaux entrants qui connaissaient, qui n'avaient pas cette classe d'actifs, qui étaient plus des investisseurs classiques, peut-être en bureau, et qui se disent aujourd'hui, dans mon portefeuille, dans mes fonds, j'ai besoin d'avoir de la logistique pour montrer que j'investis bien. Donc c'est un phénomène important. Et nous, avec ces nouveaux entrants, on a, entre guillemets, une vraie mission de les éduquer à prendre conscience de ce marché, parce que c'est un marché où il y a les utilisateurs sont des utilisateurs récurrents. Donc, il y a besoin d'avoir un propriétaire, un partenaire investisseur pour l'accompagner, je dirais, notamment ses prestataires. Et aujourd'hui, les investisseurs qui sont sur ce marché depuis 20 ans le savent et ont l'habitude de le faire. Nous, on est en train d'expliquer aux nouveaux entrants, dont souvent celui qui décide n'est pas forcément sur le territoire, de dire que on est sur un marché où il y a un partenariat qui est plus important que sur le marché tertiaire où quand une entreprise prenait 10 000 m² de bureau, il se passait quelques années avant qu'elle bouge. Les logisticiens, on prenait l'exemple d'ID, quand on voit le nombre de mètres carrés que ID a pris, donc le nombre de baux que signent ses prestataires. Donc voilà. Donc moi j'en ai parlé encore récemment à un investisseur, je leur ai dit, il faut comprendre un peu le métier. Donc c'est un métier particulier, même pour un investisseur. Pour l'accompagnement, nous, un devoir de conseil auprès de ces investisseurs qui sont très demandeurs de data, qui découvrent des marchés, qui n'est pas un marché simple, qui a des facteurs quand même importants au-delà des facteurs géographiques. Donc c'est sûr qu'avec l'aide de notre service recherche et de l'excellent Louis-Marie, nous pouvons apporter ces solutions aux investisseurs. C'est qui ces investisseurs? Ils viennent d'où? C'est des Européens, des Américains? L'année dernière, on avait eu une année exceptionnelle avec quand même une majorité de Français. C'était encore le portefeuille cargo qui avait un petit peu boosté ça. Aujourd'hui, on a un marché qui est quand même plus hétérogène, avec des investisseurs qui viennent de toutes parts. On a quand même une montée en force des investisseurs allemands qui reviennent sur la logistique, qui avaient un peu délaissé cette classe d'actifs pour du bureau. Donc on a des investisseurs core allemands, mais aujourd'hui, même les investisseurs allemands qui savaient se positionner sur des opérations hyper sécurisées regardent aujourd'hui même des opérations, ce qu'on appelle core plus ou un peu plus risquées ou spéculatives. On a aussi une entrée des Canadiens importants. On peut citer Ivanhoe Cambridge, BMO ou Brookfield qui ont été très actifs et qui continuent à vouloir être actifs cette année. Et un petit peu beaucoup toujours d'anglo-saxons qui sont plutôt focalisés sur des opérations spéculatives. Et donc un marché beaucoup plus ouvert, peut-être que les années précédentes. Oui. Ça va se... Je dirais la France est un pays attractif pour ces investisseurs. On voit pas beaucoup d'Asiatiques, par exemple. Est-ce que les Asiatiques ou les... Alors oui, il y en a un petit peu des Asiatiques. Les Émirats peuvent... Ouais, alors ils arrivent parfois pas forcément en direct, puisqu'ils sont loin, ils connaissent pas le marché, donc souvent ils ont des asset managers qui achètent pour leur compte. Donc ils sont présents. Et puis les Asiatiques ont quand même acheté aussi des sociétés qui détenaient de l'immobilier, qui ont été plus des share deals, qui aujourd'hui sont propriétaires de Blackstone, de la vente de Blackstone l'année dernière, de la vente de Blackstone, de GLP, Gazley a été repris, Maple Tree. Donc il y en a quand même beaucoup et qui pour être présents sur le marché ont besoin de prendre des positions importantes, donc souvent achètent directement soit des promoteurs, soit des investisseurs pour avoir des positions importantes. Déjà tout de suite. Pu acheter des portefeuilles pan-européens en 2019 d'acteurs du e-commerce, ce type d'opération. Alors quand on regarde la répartition géographique des montants investis, on voit quand même que ça suit encore majoritairement la dorsale. Alors oui, mais pas que, parce qu'on a quand même aujourd'hui une évolution, et c'est vrai qu'on en parlait depuis plusieurs années, c'est un discours qu'on avait auprès des investisseurs en disant attention, il n'y a pas que la dorsale. Aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs maintenant ont compris que ils pouvaient se positionner sur des opérations en dehors de la dorsale. On peut citer l'Arc-Ouest, des secteurs comme Angers. Aujourd'hui, il y a deux investisseurs qui se posent sur des opérations spéculatives, comme Bordeaux, où AXA a acheté une plateforme en blanc, ou comme d'autres secteurs. Donc aujourd'hui, on a bien vu que la consommation d'entrepôts, il y a plus de 40% qui se fait en dehors de la dorsale. Donc aujourd'hui, sur les actifs unitaires, les investisseurs ont compris qu'ils peuvent se positionner, enfin,
sur des vrais secteurs géographiques, Bordeaux, Nantes, l'Arc Ouest ou encore l'Est de la France. Donc voilà, aujourd'hui, c'est plus un frein pour un investisseur de pouvoir se positionner sur ces secteurs-là ou lors de l'année, puisqu'ils ont compris que c'était des secteurs clés pour la logistique. Alors on l'a dit tout à l'heure, les opérations en blanc se poursuivent. Justement, alors qui les initie, ces opérations en blanc? Est-ce que c'est plutôt des investisseurs traditionnels? Est-ce que c'est des nouveaux entrants? Aujourd'hui, on a un peu de tout. On a une très forte demande pour se positionner sur des produits en blanc d'investisseurs. Aujourd'hui, le taux en blanc, on est à peu près à 6%, 6 moins sur les taux prime, alors que le taux des actifs loués, on est en dessous de la barre des 4%. Donc, on a un spread encore très important, ce qui est intéressant pour les investisseurs. Et aujourd'hui, donc, on a une très large population d'investisseurs qui souhaitent se positionner, beaucoup plus large. Avec une époque, on avait plutôt que des pure players, mais aujourd'hui, des investisseurs, même des compagnies d'assurance, AXA achète des immeubles en blanc, Aviva, comme Didier le citait, Ivanhoe Cambridge en a acheté, Harbert, un fonds d'origine américaine, a acheté un immeuble à Pont-d'Ain, ou aujourd'hui Gramercy, Clarion Gramercy. Donc on a un spectre très large d'investisseurs qui souhaitent acheter du blanc. Il faut juste leur prouver que voilà, ça a du sens d'acheter dans les secteurs en blanc. Donc c'est pour ça qu'on développe beaucoup de data pour les aider à travailler à ce point-là. Donc aujourd'hui, on pense que les taux en blanc vont un petit peu s'écraser parce qu'il y a forcément, face à une plus forte demande et un peu moins de produits sur le marché, les taux vont un peu s'écraser, et surtout que le spread permet d'un peu d'écraser les taux. Alors justement, par rapport à cette compression, quelques chiffres peut-être? Ouais. Donc aujourd'hui, on voit que dans cette forme de graphique là, en chaussettes, on voit que le taux de 3, on avait passé sous la barre des 4%, donc ce qui est important. Aujourd'hui, nous, on est largement en dessous, puisque nous, on a traité 2 opérations qui sont autour de 3,80. Il y a des opérations qui sont autour de 3,75. Donc voilà, l'effet compétitif et le fait qu'il y ait peu de produits sur le marché écrase vraiment les taux. Et on est aujourd'hui dans un marché très agressif pour les investisseurs, et les investisseurs l'ont compris. Ils savent qu'aujourd'hui, s'ils veulent des opérations intéressantes, il faut qu'ils se positionnent de façon agressive. On voit bien qu'on a des deals, on a parfois plus de 10 ou 15 offres sur des produits sécurisés. Donc voilà, donc un marché qui risque de tendre encore sur des taux un peu plus à la baisse cette année. Donc tous les investisseurs sont vraiment prêts, ont la main sur le stylo pour pouvoir acheter de la logistique. Bon, merci. C'était bien cette présentation. Enfin, c'est vraiment, ça met un peu de baume au cœur parce que dans un contexte économique qui n'est pas forcément très réjouissant, au moins, l'immobilier logistique a l'air de s'en sortir plutôt mal. Plutôt pas mal. Excusez-moi pour ce lapsus, plutôt pas mal, j'allais dire. Mais qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Louis-Marie, alors? Oui, bien sûr, la situation sanitaire reste quand même compliquée. On devrait sans doute avoir des annonces dans des temps prochains à ce sujet, mais nous avons voulu quand même déceler quelques points positifs. Un premier point positif, c'est bien sûr le vaccin, les vaccins qui sont en cours de développement. À l'origine, on était parti pour les attendre pendant 18 à 24 mois, et grâce aux moyens de la recherche, on a pu avoir 2 solutions en 9 mois et encore 2 vaccins qui sont en cours d'examen. Oui. Donc c'est déjà un bon signe. J'ai entendu dire tout à l'heure que toute la population française serait vaccinée en 2024. Donc c'est effectivement... Les épidémiologistes partent quand même du principe qu'on pourrait y voir plus clair à la fin de l'année 2021. Voilà. Donc c'est déjà un premier point. Ensuite, un deuxième signal rassurant sur le plan macroéconomique, c'est la politique accommodante de la BCE, en fait, qui va maintenir des taux directeurs quand même assez bas, donc ce qui favorise la classe d'actifs de l'immobilier d'entreprise, bien sûr, et plus particulièrement l'immobilier logistique. Un troisième point, c'est peut-être qu'on a on a plus de visibilité un peu sur le contexte géopolitique global, puisque le Brexit est derrière nous, enfin, les principaux défis devant, mais on a quand même un peu plus de visibilité là-dessus. On a voilà. Surtout ça. Bien sûr. Des élections américaines qui sont de la même manière derrière nous, avec un plan de relance de l'économie américaine de 1700 milliards de dollars. Donc ça aura forcément des effets sur la croissance mondiale.
Et un dernier signal positif, peut-on l'espérer, c'est une épargne des ménages qui a accru. Donc on peut espérer que tôt ou tard, cela finira par avoir des effets sur la des Français. Cela pourra avoir des effets sur la consommation et évidemment des PGE qui permettront aux entreprises, qui devraient leur permettre de poursuivre leur croissance par des opérations de fusion-acquisition. Eh bien, merci beaucoup pour ces signaux positifs et puis On sait tout ça. On est dans un métier de conseil en immobilier et si effectivement l'activité, la nôtre, celle de l'immobilier logistique, elle est moi je pense à nos confrères qui sont sur des marchés très compliqués comme le tertiaire, où il y a une vraie remise en question, il y a des stratégies qui sont en train d'être mises en cause, on n'y voit pas très clair avec les utilisateurs. Bon, nous, chez Arthur-Lloyd, on vit, puisqu'on est comme tous nos confrères, on a des équipes qui s'occupent du tertiaire, du retail. Bon, voilà, nous on est sur la logistique, on a un actionnaire donc qui a bien compris que c'était un vrai vecteur de développement, que cette activité supply chain. Donc on a notre équipe qui était composée de 15 personnes, on recrute 3 nouveaux collaborateurs, donc c'est assez significatif de la confiance qu'ont et les actionnaires et nous dans le marché. Mais voilà, ça reste limité à notre activité. Pour le reste. Bon, donc on est optimiste, mais on reste prudent. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, en tous les cas, à vous pour cet éclairage sur l'immobilier logistique. Je me tourne vers la régie pour savoir si nous avons des questions. Hervé me fait signe que oui, il prend son micro, il va nous poser la première question. Effectivement. Alors, la première question, quelles ont été les plus grosses transactions dans les Hauts-de-France cette année ? Alors, les plus grosses transactions, tu la connais, on est tout à l'heure. Il y en a une qui est liée à la crise sanitaire, puisque c'est l'établissement français, appelez-moi son nom. Tout à fait, c'est les établissements français qui ont de Santé France qui a pris 40 000 mètres carrés pour l'instant au précaire. Oui. Un précaire long, parce que c'est vrai que comme le disait Louis-Marie, dans nos comptes, les précaires de plus d'un an, on les rentre nous comme étant une opération. Sur 40 000 mètres carrés, sur le bâtiment qui avait été construit pour Orchestra, si je me souviens bien, du côté d'Arras. Voilà. Et c'est cette opération de 40 000 qui est une des plus grosses de la. Mais les significatives, et de la crise sanitaire, mais surtout de la faiblesse du marché Hauts-de-France qui comptabilise, on va dire, quasiment qu'une seule transaction importante. Et sur un sujet de précaire. Donc, c'est géré en propre ou c'est sous-traité? C'est sous-traité. C'est Logs qui l'a. Je pense que c'est Logs, oui. Parce que de toute façon, c'est Logs qui avait déjà de l'activité d'Orchestra, donc ils l'ont complété dans le système. D'accord. Concernant les chargeurs internationaux qui veulent établir des centres de distribution ou de fulfilment en Europe, comment est-ce que la France les attire et dans quelle région? Qui souhaite répondre? Qui souhaite je ne sais pas si le mot attiré est un mot qui correspond à... C'est le mot attiré qui nous... Voilà. Oui, c'est vrai que comme on le disait tout à l'heure, comme le disait Didier tout à l'heure, c'est plus facile d'aller installer quelque chose dans les Hauts-de-France. Vous avez un soutien assez fort des politiques. Même si on peut avoir quelques difficultés des fois. On n'est pas quand je dis on n'est pas les mieux lotis, on a quand même des avantages. C'est effectivement des régions dynamiques avec du bassin d'emploi qualifié. Après, quand on parle d'attirer avec des aides, vous avez nos voisins où les aides c'est clairement défini, c'est acté, c'est ça. Bon, en France, on va vous aider, mais il n'y a pas grand-chose de. Et ça, nous on est en train de le vivre actuellement sur un dossier où on est un peu, on dit à notre client, écoutez. Ils vont faire quelque chose. Il y a un élu qui est mobilisé, il va faire quelque chose, mais on ne sait pas ce qu'il va faire. Et nos 2 pays étrangers, on a une liste comme ça d'aides. Enfin voilà. Et ça, c'est peut-être pas significatif, mais je peux vous dire que c'est pas facile. C'est pas facile à gérer, même pour nous à expliquer aux clients, quoi. Parce qu'on s'appuie sur une parole, mais pas obligatoirement sur un écrit. Ouais. Voilà, donc après je pense que la qualité des prestataires fait qu'aussi ça peut être important de dire à un industriel, vous savez en France il y a des vrais spécialistes de ce métier, peut-être les meilleurs en Europe. Ce qui est contredit par les chiffres mondiaux, mais bon ça c'est... Parce que la position de la France en logistique est toujours à la 15e place. On considérait qu'on avait des valeurs locatives qui étaient plus attractives que nos voisins. Oui, ce qui est plus à fait. Aujourd'hui c'est pas forcément le cas. Donc, non, on n'a pas un métier facile. Ah oui.
Qu'en est-il de l'évolution du produit logistique, notamment les bâtiments en hauteur, sous la pression de la demande du e-commerce et du législateur, par exemple la limitation de l'artificialisation des sols? Alors là, cette partie-là, c'est vrai qu'il y a des endroits où les PLU ont été bloqués à des certaines hauteurs, parce qu'on disait la dernière fois lors de l'explication, c'est-à-dire que ce qui est sûr que si on ne veut plus artificialiser, il faut prendre de la hauteur. Oui. Prendre de la hauteur, il y a différentes façons de prendre de la hauteur, soit on prend de la hauteur avec différentes mezzanines, ce que fait Amazon, en mettant des activités plutôt de picking sur différents niveaux, picking plus ou moins automatisé, ou alors il y a du stockage en grande hauteur, et là on tombe sur les schémas de transstockeurs qui permettent de faire du stockage en comprimant les surfaces avec jusqu'à 23 mètres de haut, des bâtiments qui sont encore acceptables pour les investisseurs. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois, parce qu'il y a un bâtiment de ce style-là qui a été vendu, c'est le bâtiment de Maison du Monde, à Bouville pour Maison du Monde, qui prévoit entre guillemets un bâtiment jusqu'à 23 mètres, donc en structure béton. Après, c'est sûr que les bâtiments qui sont plus hauts, qu'on retrouve dans les pays du Nord, qui sont souvent des structures autoportées, là c'est plus compliqué, je pense, pour trouver des investisseurs pour suivre ce genre de produit. Ils sont pas encore prêts. Alors, autant aujourd'hui, les investisseurs sur des bâtiments automatisés, ils se rendent compte que demain, ça va être l'avenir, donc ils sont prêts à regarder. Et voilà, comme le disait Philippe, sur des bâtiments, entre guillemets, standards automatisés. Après, c'est vrai que quand un immeuble est autoporté, ça devient un peu plus spécifique. Parce qu'après, c'est une cible très restreinte, parce que quand on parle de grande hauteur, on parle d'un e-commerçant qui, lui, fait des bâtiments en mezzanine. Ça, c'est spécifique à son activité, à son organisation. Ensuite, quand on parle de grande hauteur, d'automatisation, là, c'est des investissements hyper lourds. Donc, pour ceux qui le font, ils sont propriétaires de leurs immeubles. Là, c'est une partie de la grande distribution. Mais le reste des utilisateurs, ils restent quand même sur des immeubles standardisés. Alors, s'il faut faire des immeubles standardisés, empilés les uns sur les autres avec un principe de rampe, il y en a un qui a été fait à Gennevilliers. Bon, je sais, voilà, ça marche, mais ça marche, ça fonctionne. Si les activités de chaque niveau sont indépendantes, ça fonctionne. La problématique, c'est quand on veut potentiellement avoir des activités, les mêmes activités, entre guillemets, avoir le même client en haut et en bas. Je pense que c'est la problématique pour certains. C'est quoi le maximum en France la hauteur libre, dans les PLU, on est souvent limité à 14 mètres d'acrotère, 14-15 mètres d'acrotère. Et puis il y a des endroits où ils ont réussi à faire glisser dans le PLU de pas mettre de hauteur, comme ça on monte librement. Puis sinon on peut effectivement faire moi j'ai eu notamment pour Leclerc, on a fait une révision du PLU pour monter à 32 mètres puisqu'il y avait un besoin d'automatisation sur une partie du site. Donc ça. C'est aussi la volonté de l'élu de dire je veux ce client-là, mon PLU, pour lui donner la possibilité de faire l'automatisation de son activité. D'accord. On n'a pas parlé de logistique urbaine et de bâtiments urbains. Est-ce que c'est un non-sujet ou... Alors c'est pas un non-sujet. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet et le problème c'est de le définir vraiment. Qu'est-ce qu'on entend par logistique urbaine? Est-ce que c'est la livraison du dernier kilomètre? Est-ce que c'est un stockage avancé? Parce qu'un stockage avancé, tout bêtement, un magasin, c'est bien le magasin c'est bien l'endroit où on stocke le plus de produits, le plus proche des consommateurs. Un magasin, donc c'est pour ça que quand les e-commerçants, quand on dit que la boutique, le magasin n'a plus d'existence, si, il a bien une position de relais possible. Donc, est-ce que c'est ce genre de produit que l'on automatise ou pas? Est-ce que c'est les drives qui ont explosé pendant le confinement? Voilà, il peut y avoir beaucoup de sujets. Je pense à des immeubles comme celui de Gennevilliers, par exemple, qui assure la distribution d'IKEA en centre-ville. Est-ce que c'est des bâtiments qui sont voués à apparaître dans certaines métropoles ou c'est vraiment un épiphénomène? Oui, je pense que le bâtiment de Gennevilliers a bénéficié de deux choses, surtout avec IKEA. Il y a eu un gros travail sur la mise en place cette friche pour représenter ce bâtiment-là, et IKEA avait un vrai intérêt, c'est pour la première fois ils mettaient un magasin en centre-ville, la Madeleine.
Dans le schéma Ikea, un magasin, c'est systématiquement accroché à un entrepôt, puisque c'est où vous ramassez vous faites votre visite et vous avez des vitrines et donc vous avez votre entrepôt de stockage pour récupérer votre marchandise que vous emmenez directement. À la Madeleine, compte tenu du prix du mètre carré, je pense qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'avoir l'entrepôt directement. Donc il fallait bien quelque chose d'assez proche. Et donc, entre guillemets, la vente, enfin le côté vente a bénéficié de cette capacité à avoir un bâtiment assez proche pour pouvoir continuer à travailler. Après, ils ont aussi fait passer, je crois, si je me souviens bien, sur ce bâtiment, tout ce qui concerne les cuisines, qui est un rôle important. Enfin, c'est l'aménagement dans l'aménagement de la maison. Donc c'est pareil, c'était aussi pour pouvoir avoir des livraisons et une consolidation, les livraisons des régions parisiennes. Et puis il y a la livraison parisienne qui peut, au départ de Gennevilliers, utiliser des outils entre guillemets plus, comment on dit, plus silencieux et plus non exact, je me souviens plus, plus douces, des livraisons plus douces, on va dire, voilà. Propre, douce, ouais. Plus green. Green, Non, douce. mais c'est vrai que c'est un vaste sujet parce qu'il y a ce qu'on appelle le dernier kilomètre, la logistique urbaine. Est-ce que c'est une sous-famille de la messagerie? Enfin, nous aujourd'hui, on attend de voir un peu les utilisateurs, comment ils vont exprimer leurs besoins, parce qu'aujourd'hui, il y en a pas mal. Enfin, les besoins sont un peu exprimés plutôt par des chargeurs, mais des espèces de petites start-up là, qui sont en train de se positionner dans des opérations comme développe Sogaris. Donc voilà, on n'est pas forcément dans le monde de la logistique traditionnelle avec les acteurs traditionnels. La logistique urbaine, je pense que ça rassemble beaucoup plus d'acteurs. C'est un mode de distribution, c'est pas que de la supply non plus. Enfin, donc voilà. Mais là, on rentre vraiment dans le vif du sujet parce que le développement du e-commerce va considérablement accélérer cette logistique du dernier kilomètre. Il y avait d'autres questions? Quels sont les niveaux de franchise accordés en fonction de la durée du bail, 6 ans ou 12 ans? Y a-t-il un gros écart si l'on se situe sur la dorsale ou dans les autres secteurs? Pas forcément. Aujourd'hui, le principe de la franchise, c'est un accompagnement qu'accorde le propriétaire pour que l'utilisateur puisse lancer son activité. On est sur des engagements longs, on va avoir des franchises un peu longues, et puis si on est sur un précaire ou sur un bail d'à peine 3 ans, on aura des difficultés. Qui plus est, si on est sur un secteur où il n'y a pas d'offre, on aura des difficultés à obtenir des franchises. Donc, la franchise, c'est entre guillemets, c'est le moyen pour un propriétaire de pas jouer sur sa valeur faciale et d'accompagner. Donc obligatoirement, quand vous êtes dans une zone tendue où la valeur est déjà tendue, ils vont pas en plus vous accompagner avec. Donc alors que si vous êtes sur une zone plus souple, vous allez avoir le fameux plus d'accompagnement. C'est typiquement ça. Vraiment des secteurs. On a eu des périodes de crise où on avait des franchises, un bâtiment qui avait été construit en blanc, qui était livré, qui était vide depuis 1 an. Là, c'était un festival de franchises. Bon, mais aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est révolu. Une dernière question. Quelles sont les solutions sous douane les plus intéressantes sur le marché? Solutions sous douane. Alors attention, qu'est-ce qu'on entend par solution sous douane? C'est parce qu'un bâtiment sous douane, il est déclaré, enfin il suffit de le déclarer et d'amener une sécurisation et il peut être sous douane. Vous pouvez avoir un bâtiment sous douane qui soit en centre de la France. Vous n'êtes pas obligatoirement présent sur une zone portuaire. C'est là qu'on a tendance à confondre ce genre de truc. Mais voilà, il est reconnu, il est connu, etc. Donc c'est vrai que d'emmener de la marchandise très loin pour dire l'avantage du sous-douane, c'est quoi? C'est simplement que vous ne payez pas les droits à l'entrée et que les droits sont payés qu'à la sortie quand il part. Et c'est surtout souvent pour un produit qui va à l'étranger, qui va payer les droits quand il va sortir du territoire. Donc c'est cet intérêt-là. Après, vous me dites où est-ce que vous voulez le mettre, entre guillemets, je vois pas trop la question. Enfin, Où vous voulez. Non, mais c'est à condition qu'il soit déclaré, qu'il soit dans un entrepôt fermé, avec les contraintes qui vont bien. Avec les contraintes inhérentes à l'obligation des douanes. À l'obligation des douanes. Alors, moi, je voudrais quand même qu'on aborde la question du décret tertiaire.
Qui était quand même un sujet dont on parle un petit peu en ce moment. Est-ce qu'il faut s'affoler? Est-ce que c'est le moment de s'y intéresser? S'y intéresser, je crois. Alors peut-être deux mots pour rappeler ce que c'est que ce décret tertiaire. C'est bien dans l'air du temps. Aujourd'hui, il faut. Philippe, tu peux peut-être l'expliquer, mais c'est vrai. On tourne autour de l'énergie. Tout à fait. On tourne autour des consommations, autour de l'obligation de baisser en consommation, donc de baisser de 40% le niveau de consommation à 2030 et 10% de moins encore dans les 10 années suivantes. Sachant que le point de départ, c'était en 2018-2019 quand il c'est appliqué en 2021 voilà. Et c'est plus qu'une obligation, puisque oui, c'est vrai, c'est vraiment une obligation. C'est pas une recommandation. Donc dans un premier temps, c'est surtout de la transmission de données. On va dire ma chaudière, c'est ça. Donc ça s'appelle décret tertiaire, mais ça touche bien la logistique. Ça s'applique à tous les immeubles. Plus de 1000 mètres carrés. D'accord. C'est que globalement, jusqu'à présent, on échappait à ce qu'on appelait la RT. La RT 2012, qui n'était appliquée sur un bâtiment logistique que sur les bureaux. Et d'où le bâtiment n'avait pas cette obligation de température, etc., de respect de température. Et donc, cette RT, avec la nouvelle RT tertiaire, on est englobé dedans. Je suis locataire ou je suis propriétaire, qu'est-ce que je dois faire concrètement aujourd'hui? Faire l'état des lieux déjà. Voilà. Première des choses. Voilà. Les deux sont concernés, puisqu'il y a des équipements qui sont à la charge du locataire et d'autres qui sont à la charge du propriétaire. Donc oui, c'est une transmission des données et après il y a un espèce de suivi. Vous êtes susceptible de payer une amende si vous n'avez pas respecté. Et je pense que plus ça va aller, plus ça va se durcir dans le temps. Et voilà, je pense qu'il faut que les acteurs de l'immeuble logistique en prennent conscience. On parle pas de restructuration lourde, mais ça va quand même dans le sens de notre histoire qui est de rendre la planète un peu plus propre. Mais moi, je viens de faire construire un entrepôt. Il est certifié HQE, il est BREEAM. Mais c'est pas parce qu'il est certifié. C'est pas parce qu'il est certifié que vous allez avoir mis les bons points. Parce que globalement, c'est quoi une certification? C'est répondre à un questionnaire. Qui travaille sur différents points sur la construction, sur pour atteindre pour atteindre ces différentes cibles. Globalement, vous allez faire un chantier propre, ça va vous donner tant de points. Vous allez mettre des petites ruches à abeilles, ça va faire tant de points. Vous allez faire, voilà, donc vous allez monter ce genre de truc. Et c'est pas obligatoirement. Et le jeu, enfin c'est pas le jeu, mais il y a des choses aussi sur la qualité intérieure, même sur l'énergie, sur le niveau d'énergie. Mais c'était pas une obligation. Vous n'étiez pas obligé de répondre à ces points-là pour aller chercher vos certifications. Donc c'est pas parce que vous êtes certifié que vous allez chercher à répondre sur l'économie d'énergie de votre bâtiment. Par contre, c'est vrai aussi qu'on est quand même on a quand même de plus en plus de bâtiments logistiques qui mettent du LED. Alors après, il y a différentes façons de mettre le LED, on est d'accord. Il y a des LED qui durent plus ou moins longtemps. Vous avez aussi des différents systèmes de chauffage sur lesquels vous pouvez travailler. Je peux avoir du photovoltaïque aussi. Vous pouvez aussi avoir du photovoltaïque. D'ailleurs, vous devriez en avoir obligatoirement, puisque dans le décret tertiaire, il y a une obligation de 30%. Ouais. Donc, mais ce qui est bizarre, c'est que cette obligation de 30%, elle s'applique à tout le monde, parce que je pense qu'on n'est pas forcément tous logés à la même enseigne. Il y a des entrepôts qui sont plus vertueux que d'autres, j'imagine, au départ. Oui, tout à fait. Mais ce qui est important, c'est quand on fait déjà l'état des lieux, de savoir combien on consomme et qu'est-ce qu'on peut aller chercher. C'est sûr que sur un bâtiment qui est un bâtiment froid, par exemple, qui est un gros consommateur, parce que les gros froids sont consommateurs d'énergie. Le photovoltaïque, ça a plus qu'un sens. Ça devrait être une obligation. Parce que c'est une consommation directe. Il n'y a pas besoin de l'emmener sur le réseau. Vous directement, vous l'utilisez dans votre process. Il y a aussi d'autres. Enfin, je parle du froid parce que c'est le plus flagrant. Alors c'est sûr qu'il y a aussi peut-être des activités qui ont des gros process qui sont très très lourds avec beaucoup de moteurs, etc. qui peuvent aussi avoir besoin de cet outil. Par contre, c'est vrai que quand vous êtes un bâtiment dans lequel vous faites de la préparation de commandes standard avec des chariots élévateurs, vos chariots élévateurs, vous allez les mettre en charge la nuit. Manque de peau, il n'y a pas d'énergie. Vous allez avoir besoin de ça. Et donc le photovoltaïque sur les bâtiments comme ça, c'est bien, mais il faudrait que le législateur n'ait pas oublié la sortie derrière. Qu'est-ce qu'on fait du photovoltaïque? Qu'est-ce qu'on fait de l'énergie produite? Alors peut-être qu'on fera un jour des centrales à hydrogène directement plantées là, qui produiront de l'eau avec l'électricité, qui produiront de l'hydrogène, qu'on remettra dans nos camions. C'est, je pense, une des bonnes solutions aussi. Par contre, côté investisseur, aujourd'hui, c'est vrai que tous les investisseurs aujourd'hui souhaitent avoir des bâtiments BREEAM Very Good
C'est vraiment devenu le standard. Donc c'est quand même, voilà, c'est vraiment pour les investisseurs un point important de regarder la qualité énergétique des actifs. Merci beaucoup à vous, ça sera le mot de la fin. Merci à tous ceux qui nous ont suivis pour cette émission virtuelle, puisque habituellement ce bilan d'immobilier logistique, c'est toujours dans un endroit sympathique. Mais l'année prochaine, certainement qu'on aura l'occasion. Alors on sera présent, bien entendu, on vous accompagnera également, on mènera les caméras, tout ça, mais en tous les cas, on espère pour tout le monde que cette manifestation, cet événement qui est attendu par toute la profession chaque année, puisse se faire l'année prochaine dans un lieu sympathique. Merci à tous et puis à très bientôt pour une nouvelle émission sur le plateau de Supply Chain Village.